Nous continuons maintenant avec le Mali. Les représentants du mouvement de contestation au Mali ont maintenu dimanche 5 juillet, la pression sur le pouvoir en appelant à de nouvelles manifestations et en exigeant la démission du président Ibeka. Il s'était entretenu peu avant avec le chef de l'État des rencontres qui visaient, selon la présidence malienne, à une décrispation politique. Les cadres du mouvement du 5 juin, coalition de responsables religieux, de personnalités de la société civile et du monde politique n'ont pas répondu et ont regretté dans un communiqué que le pouvoir fasse la sourde oreille et ignore royalement ces demandes. Alors, la pomme de discorde ici, Credo, c'est que le mouvement du 5 juin, on sait dans un premier temps, a abandonné la demande de démission du président, mais exigeait qu'un premier ministre issu de ces rangs soit nommé, que le président ne peut pas démettre. Sur ça, Ibeka ne semble pas très favorable. Du coup, on réintroduit l'exigence de sa démission. Oui, donc je crois que c'est, disons, le b.a.-ba d'une discussion, d'un dialogue. Donc chacun monte la barre assez haute et la partie qui est en face aussi essaie de résister un tant soit peu. Et je crois que nous avions eu cette opportunité de diagnostiquer sur ce plateau que si le mouvement de l'imam ne sait pas s'y prendre, donc ce mouvement risque de s'effriter au long des jours parce que le pouvoir de M. Ibeka va jouer dans la conservation. Et lorsqu'on parle d'un pouvoir de conservation, il y a assez de canevas. Parce qu'ils ont mis la barre assez haute, la démission. Donc, ils sont conscients à un certain moment que la démission ne serait pas facile. Donc, ils sont revenus au poste de Premier ministre, mais pour dire, nous voulons un Premier ministre puissant. Donc, un Premier ministre... Plein de pouvoir. Oui, plein de pouvoir, qu'un Premier ministre que le chef de l'État ne peut pas démettre. Donc, je me demande, qu'est-ce que la Constitution malienne dit? Donc, la Constitution malienne ne dit pas ça. Parce que le Premier ministre, il répond du président. Et lorsqu'il ne porte pas l'action comme cela se doit, le président de la République est en droit de lui dire non, vous n'avez pas respecté votre cahier de charge, votre lettre de mission, ou bien vous n'êtes pas conséquent dans les actions, vous ne portez pas bien les actions ou bien notre vision. Donc il peut prendre congé de vous. Maintenant, aller jusqu'à imposer cela à un président qui n'est pas si affaibli comme le pense. Donc je crois que c'est là où il y a un peu, disons, je ne parlerai pas de dérapage, mais il y a un peu de sous-estimation d'un pouvoir politique. Et c'est vrai, le mouvement du 5 juin a encore le vent en poupe, mais il doit savoir engager des points sur le terrain. Vous aurez remarqué que dans leur discussion du 5 juillet, la partie présidentielle est partie jusqu'à leur proposer des portefeuilles ministériels. On l'avait dit sur ce plateau. Si on vous propose des portefeuilles ministériels, ne prenez pas n'importe quel portefeuille. Essayez de dégager des portefeuilles assez sensibles de souveraineté pour contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, vous refusez même les portefeuilles ministériels. Donc, c'est comme si la gouvernance se trouverait aujourd'hui dans la rue. Donc, avec le temps, vous allez voir que face à l'éternel refus de ce mouvement du 5 juin de comprendre les réalités sur le terrain, le pouvoir de M. Ibeka va beaucoup plus se braquer. Et ça n'ira pas dans l'intérêt des populations qui sont toujours victimes des jeux des politiciens. Alors ici, l'imam Diko lui-même, il s'est encore entretenu avec le chef de l'État. D'ailleurs, il dit que on a parlé de tout ce qui concerne cette crise et du pays de façon générale. Je pense qu'avec la volonté de tout un chacun et de toutes les parties concernées, nous allons, Inch'Allah, trouver la solution. Mais est-ce qu'il est dans une logique du tout obtenir? Bon, d'abord, ce dialogue dessous, il fallait s'y attendre. Parce que c'est vrai quand même qu'il y a quelques jours, les contestataires ont enlevé quand même l'exigence de leur plateforme, la démission du président Ibeka. C'est suite à l'échec du dialogue qu'ils ont réintroduit. Et ils ont menacé même de manifestation le 19. Ce vendredi. Ce vendredi même, donc ils vont manifester. Être dans l'option de tout obtenir, puisqu'il parle d'un premier ministre tout puissant. Le Ibeka parle d'un gouvernement de transition, d'un gouvernement d'union nationale. Il parle d'un gouvernement de transition. Alors, ce qui veut dire que quand il y a un gouvernement de transition, c'est que les institutions ne fonctionnent pas bien et il faut aller à une transition.
Alors, il demande aussi la dissolution du Parlement, c'est ça, non? Oui. Il demande aussi la dissolution du Parlement pour organiser de nouvelles élections. Alors, dans un premier temps, IBK a fait semblant peut-être de les écouter, les a écoutés, mais a estimé quand même qu'il faut encore avancer pour voir exactement ce qui est l'heure de faire. Maintenant, faut-il accepter le gouvernement d'union nationale pour exiger des postes de souveraineté comme affaires étrangères et autres et autres? Est-ce que c'est ce qui va être fait? Maintenant, qui relance encore sa démission dans leur plateforme, cela fragilise le Mali. Aujourd'hui, on ne voit plus les institutions maliennes en train de fonctionner normalement. Alors, les djihadistes, eux, ils gagnent du terrain. Les terroristes sont toujours là. Et ça profite, nous l'avions déjà dit, ça profite aux terroristes. Bon, donc, quelle va être l'option finale? Bon, jusqu'où va aller le mouvement de 5 juin? Personne ne saura le dire. Mais je crois quand même que cette optique, moi je ne partage pas souvent cette optique cette option d'émettre un chef d'État démocratiquement élu. Mais le problème c'est que c'est la manifestation populaire. C'est quel printemps pour les Maliens, puisqu'on a connu le printemps arabe, le printemps arabe qui a fait partie des chefs d'État même tout puissants, des chefs d'État tout puissants. Maintenant, ce qui se passe au Mali, je crois quand même que il faut. Est-ce qu'on va le régler politiquement? C'est ce qu'on souhaite, mais à cette allure, avec des manifestations, puisqu'on a déjà vu que le 5 juin, il y avait beaucoup, ils ont déversé beaucoup de gens dans la rue. Je crois qu'il y a eu 2 manifestations, c'est la 3e manifestation. Les choses peuvent prendre une autre tournure si jamais la manifestation s'étend sur toute l'étendue du territoire. Bon, donc, mais il va falloir quand même que l'imam Mohamed Diko et les siens puissent mettre quand même un peu de l'eau, hein, parce que le Mali n'a pas besoin de ça. La culture, la tradition démocratique au Mali me plaît de telle sorte que quand on arrive à des manifestations où un gouvernement, un régime démocratiquement élu, c'est vrai quand même qu'il a été contesté. Et aujourd'hui, moi, le problème qu'on peut régler, c'est de faire venir, d'avoir la libération du Soumaïla Cissé. Je crois que ça fait aussi faire partie des demandes. Donc, si le président malien estime qu'il a eu une source d'information, c'est là où se trouve son opposant. Il y a lieu quand même que vraiment qu'on puisse trouver une solution à cet enlèvement. Alors, et ça peut régler d'une manière ou d'une autre la situation. Autre chose que n'ont pas apprécié les contestataires, c'est que IBK, après s'être entretenu avec eux, les a renvoyés à des discussions avec les membres de son parti, le parti présidentiel. Eux, ils disent que ce parti n'a aucun pouvoir de décision. Ils veulent parler directement avec IBK. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut vraiment tenir, parce que c'est IBK qui prend les décisions. On veut discuter directement avec lui. Non, mais je crois que c'est une option qu'il devait prendre au début. Ayant rencontré le président IBK, donc il devait être exigeant au début pour dire que toutes les discussions, les négociations devront se tenir avec vous. Et en les renvoyant également, le président IBK les a reçus quand même et ils se sont parlé. Et c'est le président IBK qui a à un certain moment aussi pris l'initiative de demander à une certaine médiation pour que les deux puissent se rencontrer chez une personne morale, disons religieuse, pour qu'ils puissent essayer de se parler en tant que leader. Donc, passé cette étape, ils ont eu cette opportunité de se rencontrer et ce qui devrait être dit a été dit par les deux parties. Maintenant, pour la poursuite des discussions, donc ce n'est pas une faute de la part du président malien de dire allez discuter avec mes collaborateurs parce qu'il représente une institution. Mais si c'est qu'il n'avait pas, il ne les avait même pas rencontrés et il les renvoyait à s'attabler avec une délégation venant de sa part. Donc ils peuvent dire qu'il y a de l'inconsidération, il y a du mépris qui est accordé. Maintenant, du moment où il vous a reçu, il a exprimé toute sa disponibilité et il a également
dit quelque chose de très important. Non seulement qu'il vous invite à participer à l'action gouvernementale, mais que la formation du gouvernement urge. Donc, c'est dire, allez discuter. Et moi, je peux lire entre les lignes, en faisant cet exercice, que le président Ibeka voudrait seulement qu'ils disent quels sont leurs besoins lorsqu'ils vont épouser l'idée de participer à ce gouvernement d'union nationale pour essayer de colmater les brèches. Ce n'est pas encore un péché, ni une faute assez lourde de la part d'Ibeka de dire. Parce que ceux qui seront à la table de discussion avec Ibeka rendront compte certainement. Mais sauf que le problème ici, c'est que on sait comment ça se passe. Quand ce n'est pas le numéro 1 qui est lui-même en train de discuter, les autres ne peuvent pas prendre des engagements. Chaque fois, ils vont dire, bon, on va aller rendre compte, et ça fait traîner les choses. Oui, certes, ça ferait traîner un tant soit peu les choses, mais c'est également une façon pour nos chefs de l'État de dire qu'au-delà de tout, nous sommes le premier responsable. Donc, vous devez respecter, pas la personne d'Ibeka, mais l'institution qu'est le président de la République. Parce que le président de la République, il vous reçoit, vous déblayez le terrain, mais pour matérialiser, pour arriver à des points d'accord, c'est que vous devez discuter avec ses bras droits, ses conseillers. Et lorsque vous aurez fait le relevé de conclusion, avant l'adoption du relevé de conclusion, il faut que le chef de l'État aussi mette, disons, sa bonne foi, sa volonté. Ce n'est pas après une seule discussion avec la partie présidentielle que les points seront acceptés, retenus et puis signés. Donc là, s'il y a besoin, même qu'on appelle, qu'on informe le chef de l'État au téléphone, donc ils le feront. Nous avons même vu dans un pays pas trop loin du Mali où à un certain moment d'un point de dialogue, le chef de l'État a été invité et il a quitté son palais pour venir à l'hôtel prendre langue avec les médiateurs et lorsqu'il était reparti, on a vu que sa partie de représentation a fait des concessions. Donc c'est dire que s'il le faut... Oui, mais pourquoi tout ce tralala là? Parce que je vois le pays dont vous parlez, dans ce même pays, on a déjà assisté à des dialogues sourds-muets parce qu'il y a des gens qui savaient qu'ils ne pouvaient pas prendre des engagements très formels. Il faut chaque fois remonter, discuter. Pourquoi le chef lui-même ne s'implique pas? Le problème est suffisamment sérieux au Mali. Non, je crois qu'il y a des paliers de discussion. Donc on ne doit pas essayer de noircir toutes les étapes d'action. Donc dans le cas d'espèce, moi je m'en tiens à ce qui se passe au Mali. Le chef de l'État a montré sa bonne foi. Il a pris langue avec l'imam Diko. Donc ils ont échangé. Ils ont essayé de déblayer le terrain. Maintenant, il faut aller à des points d'accord concrets. Les points d'accord concrets, l'agenda d'un chef de l'État est tellement chargé, mais il n'a pas dit c'est parce que je ne suis pas dispo que les discussions ne doivent plus se poursuivre. Et moi, j'aurais souhaité qu'ils ne trouvent pas d'inconvénient, qu'ils aillent à cette table-là, qu'ils posent, disons, leurs points de revendication et qu'ils fassent... qu'ils se rendent à l'évidence que la partie présidentielle n'est pas animée d'une bonne foi, d'une bonne volonté, quitte à prendre l'opinion à témoin. Pasteur? Vous avez tellement lu dans ma pensée, quand vous avez cité tout à l'heure les dialogues, les négociations, les gens sont restés sous-muets dans un pays. Ils sont restés sous-muets et ils sont repartis. Donc, c'est les gens qui jouent au dilatoire. Parce qu'au grand mot, les grands remèdes. C'est-à-dire qu'il faut que le chef de l'État malien, c'est vrai, il n'a pas dit qu'il est chargé. Aujourd'hui, sa préoccupation doit être la résolution de la crise actuelle. Il n'a plus d'autres agendas. Il ne doit plus avoir autre agenda que la crise qui secoue son pays. Et quand on est conscient, on s'y met. C'est vrai, il a reçu Mahmoud Diko, et c'est lui le leader de la contestation. Mais j'aurais aimé quand même qu'à cette audience-là, qu'il soit accompagné de son équipe, et qu'en même temps, en face, le président avec ses collaborateurs, qu'on échange et qu'on trouve une solution. Ça, on n'a même pas besoin de paliers. Je suis d'accord qu'il y a des paliers. Il y a des paliers en amont, on peut préparer il peut y avoir des préalables. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de préalable. Il n'y a plus question de préalable. Si, parce que le pouvoir n'est pas encore par terre du côté du Mali. Non, il ne faut pas dire ça. Ce qui se passe au Mali. Non, le pouvoir n'est pas... Non, c'est vrai qu'il y a des contestations. Mais le pouvoir n'est pas encore à terre. Vous savez, le Mali, ce n'est pas un pays, hein.
Le Mali, Les c'est Maliens quoi? sont... Le Mali, c'est pas comme un pays, c'est ce que je voulais dire. Le Mali n'est pas un pays. Donc le Mali, c'est quoi? Mais vous admettez que le Mali, c'est un État. Non, n'est pas comme un pays. Non, mais... N'est pas comme un pays. Donc, non, les Maliens... non, mais la comparaison est faite comment? Pour la compréhension Non, la comparaison, des téléspectateurs. c'est des gens, quand ils décident de faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et personne ne les arrête. Ces Non, pays-là, c'est comme ça, les Maliens par essence. c'est comme ça. Les Maliens, les Burkinabés, c'est des pays, quand les gens veulent faire quelque chose, ils n'ont pas peur de mourir. Non, c'est dans les deux camps. Mais ils n'ont pas Les peur. deux extrêmes sont considérés. Donc, maintenant, la crise à laquelle fait face IBK, c'est une crise grave. Et il doit s'y mettre pour ne pas confier la gestion, cette gestion-là, à ses collaborateurs qui vont jouer de dilatoire. Et souvent, parmi ces collaborateurs, il y a des gens qui ne sont pas stables, qui peuvent jouer l'échec, de la crise, l'échec des négociations, pour pouvoir faire sombrer le président. D'autres, c'est pour le soutenir à extrême, pour dire non que c'est nous. Vous avez écouté j'ai écouté quelqu'un qui a dit non qu'aujourd'hui le pays est bien, les institutions sont là, donc on ne va pas aller à la transition, à un gouvernement de transition. Donc quand vous voyez les gens là, c'est des extrémistes. Bon, donc quand vous les voyez comme ça, ça n'aboutit pas. Donc pour moi, ce qui est important, quand il y a des dialogues, on a vu le dialogue Togo Télécom, on a vu des trucs dans ce pays, on a vu ce que ça a donné. Bon, donc il faut que l'interlocuteur principal, c'est qui? C'est IBK, c'est lui. Et c'est lui qui doit s'investir. Écouter les gens en présence de ses collaborateurs pour décider de quelque chose qui puisse dénouer la crise. Sinon, les choses vont aller vite. Les choses vont aller très vite les jours à venir. Et c'est ici, mais on va parler du départ de IBK. En même temps, ce que je vois au niveau du Mali me rappelle un peu ce que disait le président guinéen dans le cadre de la médiation togolaise. Il disait sur une radio que les deux positions sont trop tranchées. Est-ce qu'on n'a pas la même situation au Mali? Non, mais lorsque les positions sont tranchées, donc il faut œuvrer à ce que ça se rapproche. Et il faut noter un point très important. Lorsque le président IBK a fini de rencontrer la délégation ou bien le mouvement de l'imam Diko, donc il l'a dit, non seulement il s'est félicité de cette rencontre, mais il a dit quelque chose de très important et cela l'engage. Et cela dénote de sa bonne foi. Il a dit cette rencontre préalable est une victoire du Mali. Oui. Donc une victoire du Mali, et cela a été poursuivi en faisant des propositions. Donc on voit que dans comme moyen ou comme proposition, ce que la partie présidentielle amène à la table de discussion, c'est justement, disons, la concrétisation de ce vœu d'aller à un gouvernement d'union nationale. Et il l'a dit. Et c'est là où il a précisé même l'urgence de la formation de ce gouvernement. Et je crois que lorsqu'on a une partie qui est en face, la partie en face aussi doit essayer de développer des argumentaires pour dire, mais monsieur le président, on n'a pas que l'urgence dans la formation du gouvernement, mais il faut qu'on résolve les problèmes, les revendications. Mais ce n'est pas par médias interposés que cela va devenir une réalité. Donc, ils peuvent prendre langue avec la partie présidentielle tout en maintenant leur position. Je rappelle qu'un chef de l'État est une institution. C'est une personne humaine, certes. Donc, c'est l'homme qui incarne. Oui, mais l'homme incarne une institution. Et lorsque vous êtes président de la République, vous êtes une institution. Et lorsque vous êtes une institution, donc il y a, je répète, il y a des paliers, des marches d'escalier. Mais une institution fragilisée. Hein. Oui, certes, par les 3 activités de contestation. Donc, c'est celle du 20, c'est ce que vous disiez, celle du 20 juillet qui s'annonce et qu'on veut gigantesque. Oui, si le chef de l'État malien n'était pas conscient, disons, de la perte d'un peu d'espace de pouvoir. La gravité de la crise. Ou bien de la gravité de la crise. Donc, il n'aurait même pas fait cette démarche en prenant langue avec Mambo Diko. Donc, il a fait le pas. Donc, ça, c'est également un signe, disons, d'humilité. Parce qu'il aurait aussi adopté une posture pour dire, j'ai le pouvoir, je l'exerce avec les moyens de force. Mais il n'a pas opté pour cela. Donc, il est parti. Est-ce qu'il a le choix? Non. Il n'a pas le choix.
Peut-être, Le rapport de force aujourd'hui ne l'avantage pas non plus. Non, tout choix a des conséquences. Oui. Mais tout choix également a des avantages. Peut-être qu'il a pesé le pour et le contre. Il a vu naturellement. les forces, les faiblesses. Et il a mesuré et il a estimé aller prendre langue avec. C'est normal. Parce que un chef, lorsqu'il y a des contestations, il y a des gens qui ruminent en face de votre mode de gouvernance, dans un premier temps, il faut prendre langue avec les gens. Et parce que si vous optez uniquement pour un radicalisme, pour la force, l'opinion va vous accuser demain que vous n'avez pas fait le pas idéal. Et le pas idéal, il l'a fait. Maintenant, en parlant de la victoire du Mali, c'est qu'il montre sa bonne foi qu'il faudrait que nous puissions trouver des solutions durables pour ces problèmes-là. Je suis conscient de ce que vous réclamez, mais on ne va pas le faire par des actions de rue. Attablons-nous, discutons et voyons ce qu'on peut prendre. Et là, je voudrais insister sur un point aussi. Ce ne sont pas tous les points qui sont portés par ce mouvement qui doivent être de manière cartésienne, non? Lorsqu'on va à des discussions, à des dialogues, il faut perdre. On doit accepter de gagner, mais comme on doit également accepter de perdre. Maintenant, ce qu'on voit, et je crois que nous l'avions dit avec le pasteur, donc on avait fait un précédent débat ici, nous avions dit le risque que court ce mouvement du 5 juin, c'est que en étant trop rigides, eux-mêmes, ils vont briser la corde et ils auront des difficultés après pour s'imposer à ce camp. Donc, il faudrait toujours éprouver. Un pouvoir politique s'éprouve. Lorsque vous n'éprouvez pas ce pouvoir politique, pour avoir des preuves palpables de la mauvaise foi, vous ne pouvez pas en juger demain. Alors, moi, je me rappelle dans le cas du Togo, par exemple, qui avait connu des manifestations gigantesques, ce qu'un certain nombre de personnes disaient au début, c'est que il est très difficile de maintenir la mobilisation populaire sur une longue durée. Ce n'est pas vrai que pour le Togo, c'est vrai un peu partout dans le monde. IBK joue la montre pour un peu voir le mouvement s'essouffler. Oui, ça peut être aussi une option. Une option, mais je dis que il doit connaître son peuple aussi. Il doit connaître aussi la détermination, la rigueur. Là de aussi son des peuple. partisans. Hein. Oui, non, je dis, oui. Plusieurs fois, il voulait faire une contre-manifestation qui a été avortée. S'il connaît la détermination de son peuple d'aller jusqu'au bout, si c'est un peuple jusqu'au boutiste, alors ça va être... il peut jouer, il peut décider de jouer à la montre, de faire le dilatoire pour voir le mouvement s'essouffler, mais au finish, il sera déçu. Il sera déçu que le mouvement tient, et quand le mouvement tient, c'est sa tête qui sera mise à prix. Oui, mais c'est ça. C'est sa tête qui sera mise à prix. Bon, donc, il doit être dans un véritable dilemme. Que faire exactement? Est-ce qu'il faut aller à un gouvernement de transition, ce qui met tellement à mal ces institutions? Parce que dès que vous allez vers un gouvernement de transition, donc ce qui veut dire que les institutions souffrent, ne fonctionnent pas bien. Donc, sont mises en cause. Fragilisées, sont mises en cause. Alors, est-ce qu'il va faire cette option? Ou bien, il va comment on l'appelle, le Parlement, dissoudre le Parlement? Puisque vous savez qu'il y a des postes, des postes des députés qui ont été offerts à certains qui n'étaient pas... Au moins 31 députés qui n'avaient pas gagné. Quand le ministère de l'administration a proclamé repêché. Ils ont été déclarés battus. C'est la Cour constitutionnelle qui les a repêchés. Qui les a repêchés. Et la plupart, il y avait une majorité des députés du parti au pouvoir. Ouais. Ah, bon, donc, ça met à mal le Parlement, donc la légitimité du Parlement. Bon, est-ce qu'il va accepter de dissoudre le Parlement? Mais c'est la question. Pour aller à de nouvelles élections. Bon, donc, si ça peut être une solution, bon, il peut opter pour ça, pour aller à de nouvelles élections. Là, comme ça, on parle d'un gouvernement de transition. Est-ce que c'est le gouvernement de transition qui va organiser les élections ou bien il maintient son gouvernement pour organiser les élections? Bon, donc, il est dans un véritable dilemme. Et moi, on ne souhaite pas pour le Mali. Ailleurs, les gens prennent le temps pour le développement. Nous sommes dans une crise. Les gens veulent relancer. Vous voyez, le gouvernement, la France, même a un gouvernement, on dit ministre de relance. C'est pas de relance. Non, c'est pour relancer les activités. Quand les gens sont sur la dynamique de relancer les activités, de relancer l'économie, regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique, où les gens sont encore dans cette option-là de retarder les choses. De s'amuser, de retarder les choses. Non, je ne dis pas de retarder. Pourquoi tu veux dire de retarder le développement. Il faut que ceux qui sont au pouvoir acceptent de bien gouverner pour que les autres ne les traînent pas vers le bas. Il faut aller vers le haut.
Mais c'est ça. Et quand les dirigeants sont dans cette dynamique, on peut aller facilement en haut, en entraînant tout le monde. Mais quand on ne le fait pas, on risque de tomber et la chute risque d'être grande. Alors, mais quand à chaque fois, par exemple, voilà une première discussion qu'on a eue avec le président a discuté avec Dicko et demande aux autres d'aller discuter avec les gens de son parti. On n'est pas content. On remet sur le tapis la demande de démission du président. Mais finalement, on joue à quoi? C'est une menace. Je ne suis pas content. Hier, je disais, bon, on abandonne votre demande de démission. Je ne suis pas content aujourd'hui. Je remets ça sur le tapis. Non, je crois que ça devient de l'improvisation, de la navigation à vue. Et c'est là où il y a un gros risque pour le mouvement de contestation. Parce que finalement, mais on est à même de se demander que recherche réellement ce mouvement de contestation. Parce que ce mouvement a commencé avec des points de revendication. Mais on a vu qu'au fil des jours, les points se sont effrités. Et il y a des points assez cruciaux qui ont été subitement abandonnés, mais qui ont ressurgi tout simplement parce que... Il y a eu des négociations, il y a eu des interventions... Non, je ne suis pas dans le secret. Donc, on peut imaginer toute négociation, tout emploi de la voie de la diplomatie. Mais eux-mêmes, donc, ils devaient être conscients que la démission de Ibeka ne serait pas une chose aisée. Parce que s'il faut paralyser le pays pour aboutir à ça, donc on ne sait pas, on méconnaît aujourd'hui la force de résistance du pouvoir de Ibeka. Ibeka aussi a des manifestants, mais il n'a pas choisi de faire des contre-manifestations. Donc ça, c'est une option aussi. Maintenant, il va falloir qu'au niveau du mouvement de contestation, qu'ils analysent bien leurs actions avant de les poser. Ils s'organisent de manière méthodique. Oui, et qu'ils sachent là où ils veulent aller réellement. Pas avoir des sauts d'humeur dans les revendications. Poser les chantiers de la revendication pour dire voilà des choses que nous voulons. Et c'est lorsque on a gagné du terrain ou bien lorsque on est satisfait à plus de 90% qu'on peut dire on peut profiter pour corriger cette chose aussi en même temps. Mais la façon dont le mouvement de contestation se comporte, il y a de gros risques que ce mouvement à l'interne même connaissent, disons, une certaine dissension parce qu'il y a des gens qui, à un certain moment, auraient milité pour l'abandon de ce point de démission. Maintenant que le mouvement reporte cela, est-ce que c'est avec l'assentiment de toutes les parties? D'ailleurs, dès le début, Dicko, lui, n'avait jamais demandé la démission du chef de l'État. Oui, Dicko ne l'avait pas, mais Dicko aussi a subi une certaine influence. Dicko aussi a subi une certaine influence. Donc, c'est comme ce qui s'est passé au Burkina avec la chute de Blaise. Donc, les gens n'étaient pas sortis pour demander le départ de Blaise. Mais dans la rue, il y a des revendications qui sont portées par ceux qui sont dans la rue, ceux qui manifestent. Donc, ça peut aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. Donc, toutes les parties doivent savoir que s'ils vont à la table de discussion, de dialogue, ils doivent se mettre dans la tête que c'est le Mali qui doit sortir gagnant de cette discussion. D'accord, merci. Voilà qui nous amène maintenant à la grande pause. Nous y allons et on revient après le journal.